Bonjour et bienvenue au webinaire du programme des étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire a pour but de fournir des informations utiles sur le fait de voyager en famille. Je m'appelle Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je serai votre guide tout au long de cette présentation. Dans ce webinaire, nous aborderons comment les familles d'étudiants étrangers peuvent venir en Ontario, soit pour une courte visite, soit pour vivre pendant la période d'études d'un membre de leur famille. Nous discuterons des documents de voyage, ensuite de votre arrivée au Canada et enfin de ce qu'est la vie en Ontario. Alors, pour commencer, il faut savoir que le regroupement familial est l'un des piliers d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, l'IRCC. En raison de ce principe, les étudiants internationaux sont invités à emmener leur famille au Canada pendant qu'ils étudient ici. Certains étudiants internationaux, en particulier ceux qui sont diplômés, peuvent choisir d'emmener leurs conjoints et leurs enfants à vivre avec eux au Canada. Les étudiants internationaux voudront aussi peut-être inviter les membres de leur famille à leur rendre visite en Ontario pendant une courte période. Alors, avant de continuer, il est important de noter qu'au Canada, il n'est pas nécessaire d'être marié pour être considéré comme partenaire. Alors, on va commencer par le terme donc époux ou épouse. Donc, le terme s'applique à deux personnes de genre opposé ou de même genre qui sont légalement mariées. Le mariage doit être reconnu à la fois par les lois du lieu où il a été contracté et par les lois canadiennes. En ce qui concerne le terme conjoint de fait, c'est une personne qui cohabite avec une personne, donc soit de même genre, soit de genre opposé, dans une relation conjugale et ce depuis au moins un an continu. Une relation conjugale existe lorsqu'il y a un degré important d'engagement entre les deux personnes. Il est également important de rappeler que le mariage entre personnes du même sexe est légal ici au Canada. Les partenaires de même sexe peuvent également être des conjoints de fait s'ils ne sont pas mariés. En ce qui concerne les enfants à charge, votre enfant ou l'enfant de votre époux ou conjoint de fait peut être considéré comme un enfant à charge si cet enfant répond aux exigences suivantes. L'enfant a moins de 22 ans et il n'a pas de conjoint ou d'époux, de conjoint de fait ou d'époux. Les enfants sont également considérés comme des personnes à charge s'ils satisfont ces deux exigences, qui est que avant d'avoir 22 ans, ils bénéficiaient de votre soutien, du soutien financier de ses parents, ou qu'il est incapable de se soutenir financièrement à cause d'une condition physique ou mentale. Alors que les membres de votre famille déménagent au Canada avec vous ou qu'ils viennent pour une courte durée, le processus de demande et les documents de voyage requis sont les mêmes. Lorsque des personnes provenant de pays exigeant un visa viennent au Canada, ils doivent demander donc un visa de résident temporaire. Donc ce visa de résident temporaire, il est également appelé visa visiteur et il offre donc généralement, il est donné pour des entrées multiples. Mais il peut également être uniquement donné pour une entrée unique. Donc nous verrons cela en détail par la suite. Pour les personnes d'un pays exempté de visa, ils doivent obtenir une autorisation de voyage électronique, AVE, s'ils viennent au Canada par avion. Si vous étudiez déjà au Canada et que vous souhaitez inviter votre famille à se joindre à vous, vous pouvez appuyer leur demande de visa de visiteur en envoyant les documents suivants. Donc, une lettre d'invitation. Donc, vous devez écrire une lettre d'invitation au nom du membre de votre famille. Assurez-vous d'inclure les informations suivantes.
le nom de votre parent, son numéro, son adresse, sa date de naissance, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ici au Canada, une invitation à vos parents à se joindre à vous au Canada, des renseignements sur la durée, pendant combien de temps vous souhaitez qu'il reste ici. En ce qui concerne les documents d'identité, donc ça peut être soit un passeport, un titre de voyage de réfugié pour les non-citoyens, un permis pour entrer aux États-Unis ou un titre de voyage des réfugiés des États-Unis. En ce qui concerne les renseignements sur le soutien financier, donc il est requis en fait uniquement si vous invitez un conjoint ou un enfant. Donc il faut une copie de 4 derniers mois de vos relevés bancaires, une lettre décrivant toute bourse d'études que vous pourriez avoir et son montant spécifique, une lettre indiquant le montant que vous êtes payé pour le travail, et si vous avez, enfin, dans le cas où vous avez un emploi ici au Canada. Une lettre d'un commanditaire, si vous en avez un, qui contient des renseignements sur sa situation financière. Document également décrivant toute autre source de soutien financier que vous avez. Alors, en termes de documents qui sont plutôt recommandés, en plus, c'est le document démontrant la durée du séjour, les antécédents de voyage et relevés de banque. Si vous êtes toujours dans votre pays d'origine, donc pas encore au Canada, avant de quitter votre pays d'origine, le membre de votre famille peut demander un visa de visiteur et un permis de travail ouvert dans le cas de conjoint. Donc, il peut faire la demande auprès de l'ambassade du Canada, au consulat ou au centre de demande de visa desservant votre pays de citoyenneté ou de résidence légale. Cela peut se faire en même temps que vous présentez une demande de permis d'études. Donc, pour cela, il faut communiquer avec l'ambassade, le haut-commissaire ou le consulat du Canada le plus proche pour présenter une demande. Alors maintenant, nous allons parler donc de cette autorisation de voyage électronique, l'AVE. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'AVE, en fait, est une exigence d'entrée visant les étrangers qui sont dispensés de l'obligation de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s'agit d'un document lié électroniquement au passeport d'un voyageur et il est valide pour une durée maximale de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir donc une nouvelle AVE. Donc, qui a besoin d'un AVE? Il existe d'autres catégories en vertu des exigences de l'AVE, mais aux fins du présent webinaire, nous fournirons des informations relatives plutôt aux étrangers dispensés de l'obligation de visa. Les étrangers dispensés de l'obligation de visa ont besoin donc d'un AVE pour entrer au Canada par voie aérienne ou transiter par un aéroport canadien. Ces voyageurs n'ont pas besoin d'un AVE lorsqu'ils arrivent au pays, donc ici, au Canada, en voiture, en autobus, en train ou en bateau, y compris à bord d'un navire de croisière. Alors, combien ça coûte? Alors, un AVE coûte 7 $ et vous pouvez présenter une demande et payer pour qu'une seule personne à la fois. Donc, comment le paiement est-il traité? Donc, par carte de crédit ou de débit. Enfin, de quoi avez-vous besoin pour présenter cette demande? Vous aurez besoin du passeport, des adresses e-mail des membres de votre famille afin de remplir les formulaires et on vous demandera de répondre à quelques questions également. Alors là, nous voyons donc le processus de demande d'AVE. Donc c'est simple et ça s'effectue en ligne. La plupart des demandeurs voient leur demande d'AVE approuvée par courriel en quelques minutes.
Toutefois, il peut arriver que dans certaines situations, que ça puisse prendre plusieurs jours. Si jamais vous devez fournir des documents à l'appui. Ensuite, il est aussi préférable d'obtenir un AVE avant de réserver votre vol à destination du Canada. Alors, l'étape numéro 1, c'est qu'il faut avoir un passeport et votre carte de crédit ou de débit en main et il faut bien lire le document d'aide. Étape numéro 2, il faut utiliser donc le formulaire en ligne pour présenter votre demande. Comme le formulaire ne peut pas être sauvegardé, ayez en main vos renseignements. Donc, pour l'étape numéro 3, il faut donc payer 7 $ pour les frais de traitement de votre demande d'AVE immédiatement après avoir rempli le formulaire. Ensuite, vous allez recevoir un courriel au sujet de votre demande d'AVE dans les 72 heures. La plupart des demandes sont approuvées donc en quelques minutes. Ou il se pourrait que vous devriez soumettre des documents avant que votre demande ne soit approuvée. Si cela se produit, un courriel contenant des directives vous sera envoyé dans un délai de 72 heures. Alors maintenant, nous allons venir un peu plus en profondeur sur ce qu'est un visa de résident temporaire, qu'on appelle également donc un visa visiteur. Donc c'est un document officiel délivré par un bureau canadien des visas qui est inséré dans votre passeport. Il sert à confirmer que vous avez rempli les conditions d'admissibilité au Canada au titre de résident temporaire, soit comme visiteur, étudiant ou travailleur. Si votre conjoint ou d'autres membres de votre famille ne proviennent pas d'un pays exempt de visa, ils devront demander un visa de visiteur pour entrer au Canada. Alors, existe-t-il différents types de visa de VRT, donc visa de résident temporaire? Donc oui, il en existe deux, comme on a pu le dire tout à l'heure. Il existe le visa d'entrée unique et le visa à entrée multiple. Le visa à entrée unique, c'est un visa d'entrée donc unique et vous pouvez entrer donc qu'une seule fois au Canada. Après avoir quitté le Canada, vous ne serez donc pas autorisé à revenir sans un nouveau visa. Alors que le visa d'entrée multiple est un visa qui permet de rentrer plusieurs fois au Canada de manière libre jusqu'à l'expiration de votre visa. Alors, pourquoi auriez-vous besoin d'un VRT et quelle est la durée de ce dernier? Donc, nous allons répondre à ces questions dans la prochaine diapositive. Donc, le visa pour entrée multiple permet à son titulaire d'entrer au Canada à partir de n'importe quel pays, aussi souvent que nécessaire pendant la période de validité du visa. Il est délivré pour une période de validité de longue durée afin de faciliter l'entrée des voyageurs légitimes au Canada. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il est valide donc, pour une durée maximale de 10 ans, ou une échéance tombant un mois avant la date d'expiration du titre de voyage. Il doit maintenant être considéré comme le document à délivrer normalement. Toute délivrance de visa pour entrée unique exige que l'agent fournisse des explications dans les notes de la demande. Par exemple, la délivrance d'un visa pour entrée unique peut être envisagée si le demandeur participe à un événement ponctuel ou de courte durée. Donc, ce dernier demeure valide même s'il a été apposé par dans un titre de voyage expiré. Dans un tel cas, le titulaire doit également être muni d'un titre de voyage valide plus récent. Il doit présenter les 2 titres de voyage aux agents de transporteurs aériens pour voyager au Canada et aux agents des services frontaliers pour entrer au Canada. Le visa pour entrée unique, donc il permet à un étranger d'entrer au Canada une seule fois durant la période de validité. Il peut être délivré jusqu'à 6 mois
avant la date prévue de voyage. Il doit avoir une date d'expiration d'au moins 1 mois après la date d'arrivée prévue. Le résident temporaire qui entre au Canada muni d'un visa pour entrée unique peut y venir à la suite d'une visite uniquement aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon durant la période de séjour autorisé. Alors, comment les demandes de VRT sont-elles remplies et quand postuler? Donc, les demandes de visa de résident temporaire sont remplies en ligne ou sur papier dans des cas particuliers, comme par exemple un handicap ou si vous rencontrez un problème pour remplir le formulaire en ligne. La demande doit être remplie donc quand au moins 2 mois avant votre départ prévu du Canada ou immédiatement après avoir prolongé votre permis d'études ou de travail. L'application comprend une liste de vérifications, des documents qui décrivent les documents nécessaires, y compris le passeport, les photos, la preuve de soutien financier. Vous devez également fournir une copie de votre permis d'études. Si vous n'êtes pas encore arrivé au Canada, vous pouvez fournir une copie de votre lettre d'introduction pour votre permis d'études. Ou si vous postulez ensemble, avec le membre de votre famille, une copie de la lettre d'acceptation de votre école. Une lettre d'invitation de votre part n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être demandée par le bureau traitant le visa. De plus, vous devez également avoir un passeport original, 2 photos de style passeport, preuve de soutien financier, une copie de l'itinéraire ou du billet de retour, une copie de votre permis d'études, une lettre de présentation. Alors au niveau du coût, donc actuellement, cela coûte 100 $ par personne, mais ces frais peuvent changer à tout moment, donc c'est important de consulter régulièrement le site du gouvernement du Canada. Alors, à savoir, vous devez planifier de demander le visa au moins 2 mois avant le voyage. Le traitement est plus rapide en ligne. Ils n'ont pas besoin de soumettre un passeport original jusqu'à ce que le visa est approuvé. Une entrevue peut être nécessaire selon la situation. Les délais de traitement sont différents selon le pays. Vous, donc, vous devez également prendre compte du délai pour effectuer vos données biométriques. Donc, c'est des empreintes digitales et les photos numériques. Alors, si vous êtes résident des États-Unis, vous n'avez pas besoin d'un visa pour entrer au Canada. Donc, les résidents permanents légitimes des États-Unis, ils doivent simplement avoir un passeport valide et une preuve de leur statut aux États-Unis, comme par exemple la carte verte, la green card. Les résidents permanents légitimes n'ont pas besoin d'une AVE pour entrer au Canada à une frontière terrestre ou maritime. Toutefois, ils ont besoin d'un AVE pour voyager en avion vers le Canada. La durée du séjour est déterminée par l'agent des services frontaliers. Il est donc utile pour les membres de votre famille de présenter à la fois une copie de votre permis d'études et votre lettre d'introduction. Votre lettre d'invitation, cela aide à informer l'agent de l'objet et de la durée prévue de votre séjour. Alors, pour les citoyens des États-Unis, donc ils n'ont pas besoin d'un visa ou d'une AVE pour entrer au Canada. Toutefois, les citoyens américains doivent être détenteurs d'un passeport américain valide pour entrer au Canada et rentrer aux États-Unis. La durée du séjour est généralement de 6 mois. Entrée pour raisons touristiques, professionnelles ou familiales. Le travail n'est pas autorisé.
La demande de permis de travail peut être faite après l'arrivée. Les membres de votre famille doivent présenter une copie de votre permis d'études et votre lettre d'invitation à demander une longue période de séjour. Alors maintenant, quelques rappels rapides. Donc, vous avez besoin d'une lettre d'invitation de votre part, donc de la part de l'étudiant. Les passeports exemptés de visa ont besoin donc d'un AVE. Il y a également besoin de copies de votre passeport et de votre permis d'études. Les résidents permanents légitimes des États-Unis ont besoin d'un AVE. Et enfin, le visiteur est requis pour un séjour de courte ou de longue durée. Maintenant, nous allons parler de l'entrée au Canada. Donc, dans cette section, nous passerons en revue l'arrivée au Canada avec votre famille et ce qui se passe lorsque votre famille arrive séparément. Avant de décider s'il faut emmener votre famille avec vous en Ontario, il y a de nombreux facteurs que vous devrez prendre en considération. Dans cette section, nous explorerons ces facteurs. Premièrement, vous devriez tenir compte du coût relatif de vie au Canada et de la question de savoir si votre famille a les moyens de vivre au Canada pendant vos études. Deuxièmement, vous devrez tenir compte de ce que votre famille fera pendant qu'elle est en Ontario. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de travailler pour gagner un revenu? Est-ce qu'ils resteront à la maison pour s'occuper des enfants? Est-ce qu'ils vont profiter de l'occasion pour apprendre l'anglais, le français ou suivre d'autres cours? Vous pouvez poser aussi la question où vos enfants iront à l'école. Est-ce qu'ils vont devoir participer à un programme d'anglais seconde langue? Enfin, votre famille aura-t-elle une communauté? Vous serez dans une communauté de campus, vous, en tant qu'étudiant, avec des camarades, mais votre famille devra se joindre à une communauté aussi. Être nouveau au Canada, c'est un défi, et même s'il n'est que temporaire. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ma famille est prête à relever ce défi? Alors, si vous arrivez ensemble, donc vous allez rencontrer donc l'agent des services frontaliers ensemble. En plus de tous les documents dont vous avez besoin pour obtenir votre permis d'études, vous devriez avoir tous les documents justificatifs pour votre famille, y compris les passeports, un AVE, un visa pour chaque membre de la famille. Si votre époux ou conjoint a demandé un permis de travail à l'avance, il doit présenter la lettre d'introduction du bureau de visa et la lettre d'acceptation de l'école à l'agent des services frontaliers. Vous devez peut-être fournir une preuve de soutien financier pour vous et votre famille pendant votre séjour prévu. Alors que si vous arrivez séparément, c'est encore un peu différent. Donc, arriver ensemble, c'est le moyen le plus efficace, mais c'est toujours possible d'arriver donc séparément. Si votre famille arrive après vous, elle devra présenter tous les mêmes documents dont vous aviez besoin pour entrer au Canada, avec quelques différences. Chaque membre de la famille devrait avoir un passeport valide, un AVE ou un visa de résident temporaire valide. En outre, votre famille devrait également avoir une lettre d'invitation de votre part décrivant le but et la durée souhaitée du séjour, une copie de votre photo de passeport, une copie de votre permis d'études, une preuve de votre inscription, une preuve d'un soutien financier et tout autre document demandé par le bureau des visas. Alors, votre époux ou votre conjoint de fait peut être admissible à un permis de travail ouvert sous certaines conditions. Donc, il faut savoir que depuis janvier 2025, uniquement certains époux et conjoints de fait peuvent
travailler légalement au Canada, si vous avez un permis d'études valide. Donc, par exemple, pour un programme de maîtrise de 16 mois ou plus, pour un programme de doctorat, pour certains programmes professionnels admissibles, comme les doctorats de médecine, l'obstétrie, un bac de droit, ou aussi sinon un bac infirmier ou des secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. En ce qui concerne la validité, le permis de travail de votre époux ou conjoint de fait sera valide pour la même période que votre permis d'études. Le permis de travail ouvert sera valable aussi longtemps que votre permis d'études est valide. Donc, pour faire la demande se fait en ligne depuis le Canada. Dans la plupart des cas, vous devez présenter une demande en ligne pour obtenir ou prolonger votre permis de travail à l'intérieur du Canada. Une demande en ligne est le meilleur moyen et le plus rapide de remplir une demande. Il n'y a pas de frais de messagerie ni de délai de livraison du courrier. Leurs demandes peuvent être traitées plus rapidement. Cela les aide à s'assurer que la demande est complète avant de la transmettre. Ils peuvent soumettre rapidement plus de documents en ligne à la demande d'IRCC. Ils reçoivent également des mises à jour sur l'état de leur candidature directement dans leur compte en ligne. Pour demander un permis de travail ouvert, votre partenaire doit fournir des copies de passeport, visa et permis d'études. Votre partenaire peut demander un permis de travail sur papier ou en ligne sur le site web du gouvernement du Canada. Cependant, il est recommandé qu'il s'applique en ligne parce que le processus de demande est beaucoup plus rapide. Votre partenaire doit également fournir des données biométriques. Votre partenaire n'a pas besoin d'avoir un emploi avant de demander ce permis de travail. Donc, il faut visiter le site web du gouvernement du Canada pour savoir comment demander un permis de travail. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur la vie au Canada avec votre famille. Donc la première chose, c'est par rapport au coût de la vie. Donc, il est important de consulter le site web de votre école pour en savoir plus sur le coût de la vie des étudiants internationaux, puis déterminer comment ces coûts augmenteront pour votre famille. Vous voudrez peut-être visiter donc un site web comme le site web qui est indiqué juste en bas, donc numbeo.com, pour comparer le coût de la vie là où vous habiterez au Canada. Il y a un certain nombre de facteurs à considérer lors de votre choix de l'endroit où vous et votre famille résiderez. Donc, la plupart des appartements de taille familiale sont loués non meublés, ce qui signifie que les locataires doivent acheter les meubles et autres articles ménagers. Il faut penser également au loyer, qui peut être vraiment très élevé dans de nombreuses villes canadiennes. Il faut penser également aux tarifs d'électricité, de chauffage, les services Internet, de téléphonie qui peuvent provenir de différentes entreprises. Vous pouvez choisir le meilleur prix pour vous. Les autres dépenses comprennent l'assurance maladie, le transport, la nourriture. Et bien sûr, vous aurez également besoin de vêtements pour les hivers canadiens. Donc, même si votre partenaire peut travailler légalement au Canada, il faut garder en tête que cela ne signifie pas qu'il pourra travailler. En effet, le marché du travail canadien est très concurrentiel et il peut être difficile pour les nouveaux arrivants de trouver un emploi. Il faut aussi considérer que parler anglais est généralement une exigence pour les emplois en Ontario, à quelques exceptions près. Votre partenaire, c'est des questions à vous poser. Votre partenaire possède-t-il des compétences ou une expérience qui les aideront à trouver un emploi au Canada? Qu'en est-il de la communauté où vous vivez
Y a-t-il des emplois disponibles dans votre région? N'oubliez pas aussi que les certifications, les formations pour les professions réglementées peuvent ne pas être valides au Canada. Alors, en ce qui concerne la recherche d'emploi, vous pouvez faire des recherches donc en ligne sur les sites comme monster.ca, comme le site Workopolis, Indeed ou sur un site de réseautage comme LinkedIn. Les membres de votre famille voudront peut-être étudier pendant qu'ils sont au Canada. Il existe de nombreuses écoles de langue au Canada qui offrent des programmes aux étudiants internationaux. Vous trouverez peut-être des cours d'anglais en regardant sur le site web de Langage international. C'est une école anglaise en Ontario. Vous pouvez choisir parmi 506 cours d'anglais dans 48 écoles de langue dans 10 villes. Il faut savoir, par contre, qu'il y a des frais. Les collèges de l'Ontario offrent également des programmes et des cours de langue. Il existe de nombreux cours d'anglais gratuits dans les collectivités de l'Ontario. Toutefois, la plupart de ces programmes sont financés par le gouvernement et s'adressent aux nouveaux arrivants qui vivent au Canada de façon permanente. Les résidents temporaires ne sont généralement pas admis à ces cours gratuits. Il y a 455 Français langue maternelle dans toute la province. Dans l'une ou l'autre de ces écoles, votre enfant sera enseigné exclusivement en français, à l'exception des cours d'anglais. Donc, c'est une chose qui est bonne à savoir. Alors, apprendre à étudier. Les membres de votre famille auront-ils besoin d'un permis d'études? Est-ce que les membres de votre famille devront-ils s'inscrire au cours? Combien cela coûtera-t-il aux membres de la famille d'étudier? Quand faut-il inscrire les enfants à l'école? Donc, il y a plusieurs questions auxquelles il faut penser. N'importe qui peut suivre des programmes éducatifs à court terme. Est-ce que à court terme? Donc, un permis d'études n'est requis que si le programme éducatif dure plus de 6 mois. Si votre partenaire souhaite terminer un programme de plus de 6 mois, il devra demander donc un permis d'études. Les collèges offrent des cours de formation uniques qui ne nécessitent pas de demande. Les commissions scolaires publiques offrent également des cours d'intérêt général les soirs et les fins de semaine moyennant des frais. Alors, qu'en est-il des enfants à charge? Les enfants à charge qui fréquenteront l'école n'ont pas besoin d'un permis d'études. Vous n'avez pas besoin de demander ou d'inscrire vos enfants à l'école en avance. Une fois arrivé au Canada, vous pouvez inscrire vos enfants à l'école locale. Dans la plupart des commissions scolaires, l'école fréquentée par votre enfant dépendra de votre adresse. Vous devez apporter les dossiers scolaires, les rapports, les résultats des tests, les dossiers santé de vos enfants. Cependant, dans certains cas, il peut être demandé que votre enfant puisse avoir un permis d'études. Alors, trouver du soutien. S'installer dans un nouveau pays est toujours un défi. En tant qu'étudiant, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous aider à faire votre transition vers la vie au Canada. Vous serez occupé par vos études, rencontrer des camarades de cours. Il y aura également le Bureau international des étudiants de votre campus qui peut vous aider à vous habituer à la vie sur le campus et dans la communauté. Mais par contre, qu'en est-il des défis familiaux? La famille devra également relever des défis. Votre époux ou conjoint devra relever le défi de trouver un emploi. Vos enfants fréquenteront une nouvelle école qui peut être très différente de ce à quoi ils avaient l'habitude.
Les villes de l'Ontario ont de nombreuses ressources dans la collectivité, comme les bibliothèques publiques, les centres communautaires et les organismes d'établissement. Pour en savoir plus sur vivre en Ontario, visitez donc le site web établissement.org. Donc maintenant, on va faire un bref petit rappel de choses importantes. Donc, il faut se rappeler que le coût de la vie en Ontario est vraiment élevé. Également que votre conjoint ou partenaire peut demander un permis de travail, que vos enfants ont besoin d'un permis d'études pour aller à l'école dans certains cas, sauf si un parent est déjà au Canada, mais c'est quand même recommandé de l'avoir. Votre époux ou conjoint n'a pas besoin d'un permis d'études s'il veut suivre des cours de moins de 6 mois. Et rappelez-vous que la vie dans un nouvel endroit est un défi pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources, qu'il y a beaucoup de ressources disponibles dans la communauté. Donc, en parlant des ressources, justement, vous avez donc ici plusieurs sites web. Donc, le site de l'IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il y a également le site de l'Agence des services frontaliers du Canada et le site établissement.org. Donc, rapidement, je vais vous présenter ce qu'est le programme Les étudiants internationaux se connectent. Donc, ce programme a été donc créé par le ministère de l'Ontario et ce programme vise à soutenir vraiment tous les étudiants internationaux et leurs familles en les assistant dans leur démarche d'établissement en Ontario. Donc, ce programme est en partenariat avec les collèges, les universités et les communautés d'établissement. Et ce projet donc est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario. Donc, à cause des changements qu'il peut y avoir dans l'immigration, il y a vraiment donc des choses vraiment auxquelles il faut penser pour les nouvelles arrivantes. Donc, ce programme des étudiants internationaux, il n'est pas éligible des, pour des demandes qui sont liées au gouvernement. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement de COSTI. Donc COSTI, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire. Donc chaque année, nous servons à peu près 39 000 clients et nous avons plusieurs bureaux qui sont situés dans plusieurs endroits dans la région du Grand Toronto. Alors, en termes de ressources, donc le programme, donc les étudiants internationaux se connectent, ou en anglais ISC, a plusieurs ressources. Donc, vous pouvez aller sur le site web de ce programme et vous verrez qu'il y a plusieurs ressources. Donc, il y a donc le site internet, il y a aussi des séances qui peuvent être faites en ligne ou en personne qui s'appellent Créons des connexions. Il y a également des séances individuelles, des webinaires. Il y a à disposition sur le site web le livret Les étudiants internationaux se connectent, un guide, des fiches d'information, le plan de transition et enfin un chatbot. Donc, vous pouvez voir sur le site qu'il y a accès donc, à ce fameux plan de transition. Le plan de transition, il permet justement de conserver un dossier de toutes les tâches à prévoir et de prévoir un délai pour chacune de ces tâches. Donc, vous pouvez l'utiliser en allant sur le site web des étudiants internationaux se connectent, ISC, International Student Connect.
Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à l'adresse courriel qui est indiquée ou à nous téléphoner ou simplement en allant sur notre site internet internationalstudentconnect.org. Je vous remercie encore et je vous souhaite donc une agréable journée. Merci à vous.